écoutez le podcast Maintenant je vais pour en finir avec les Ah si j'avais et oser une vie professionnelle qui vous ressemble. Je suis Anaïk, j'ai créé AH Accompagnement en 2018 après 15 ans en marketing et un début de vie professionnelle en histoire de l'art, donc plusieurs déjà reconversions et plusieurs vies professionnelles. Je suis là pour vous accompagner donc à oser trouver ou retrouver du plaisir au travail, pour se dire que c'est pas toujours une reconversion 180 degrés, que c'est pas toujours tout plaqué, que ça peut être parfois des petits, des grands ou des moyens ajustements, et que ce qui compte c'est d'aller comprendre justement ce qui va faire que maintenant, vous allez oser bouger avec, dans chacun de ces podcasts, des pistes d'action, que ce soit des podcasts où j'interviens seule ou des podcasts de parcours de reconversion. C'est parti, maintenant, vous allez. Pour ce nouvel épisode de podcast, je suis allée rencontrer Alexandra, qui a créé Un temps pour réussir, qui est coach d'orientation et formatrice, et nous avons parlé de sa reconversion, puisqu'elle était prof au départ, de pourquoi sa reconversion vers le coaching d'orientation, pourquoi ensuite la formation au coaching d'orientation, de ce qu'elle aime, de ce qu'elle aime moins, des joies et des difficultés de son métier. Et puis, nous avons beaucoup parlé de l'entrepreneuriat et de la double casquette à avoir quand on décide de se lancer dans un projet de reconversion entrepreneuriale. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Nous en reparlerons dans la conclusion, mais je vous laisse donc à présent découvrir notre échange et je remercie encore Alexandra. Bonjour Alexandra, merci d'accepter ce podcast, cette interview. Donc tu es la deuxième personne sur ce podcast et j'en suis ravie. Pour commencer, je vais te laisser te présenter, raconter ton parcours, ton premier parcours professionnel, tes choix professionnels et puis ce qui t'a amené peut-être à changer pour dire où tu en es maintenant. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, je suis ravie de participer à ce podcast. Donc effectivement, je suis devenue prof très jeune en fait. J'étais à l'université et je me suis dit, tiens, je vais essayer le métier de prof. Et j'ai démarré en tant que maître auxiliaire. J'étais encore en master 1 en fait quand j'ai commencé vraiment à démarrer dans le métier de prof. Ça a été une révélation. J'ai adoré ça. J'avais aimé l'école. J'étais au lycée, j'étais très à l'aise. Donc pour moi, c'était assez simple. Et j'ai commencé donc ma profession de prof, j'avais 23 ans, c'est à peu près ça. J'ai passé ensuite le CAPES. Et puis voilà, j'ai été prof pendant 22 ans. Il faut savoir que quand on est prof de SES, eh bien on est très vite prof principal dans les grandes classes parce qu'on ne fait que du lycée. Donc on va dire que je pense 3 ans après avoir démarré, j'ai obtenu un poste de professeur principal en terminale. Et donc j'ai été plongée dans l'orientation en fait très vite. Et en fait, j'avais presque une double casquette en tant que prof, c'est-à-dire à la fois prof des cours et puis j'accompagnais des jeunes dans leur orientation. Voilà, donc j'ai exercé ce métier pendant 22 ans, j'ai vraiment aimé ce métier. J'adorais la salle de classe, les élèves, les voir vraiment s'intéresser à ma matière, les discussions que je pouvais avoir. J'étais prof dans un établissement avec, on va dire, une population extrêmement privilégiée, curieuse, donc des conditions exceptionnelles. Mais au bout de 20 ans, eh bien, à un moment donné, on se dit comment je vais progresser. Il faut dire que comme j'ai été prof très jeune, j'ai gravi les échelons et vers 43 ans, 42 ans, j'étais quasiment au max de ce que je pouvais faire, c'est-à-dire échelon maximum. Après, il fallait que je passe la grègue, etc. Et puis j'ai un petit peu étouffé quand même dans le milieu de l'enseignement parce que, eh bien, quand même très vite, on peut pas faire ce qu'on veut, vraiment. Donc, on a un emploi du temps, on a une liste d'élèves, on nous dit d'être là à tel endroit, à telle heure et de faire tel programme. Puis dès qu'on sort un petit peu du cadre, qu'on a envie d'apporter d'autres choses, assez vite, on nous explique que non, c'est pas ce qu'on va pouvoir faire. Donc, j'ai pris des responsabilités dans l'enseignement. Je suis devenue directrice adjointe d'un lycée. Et puis là aussi, j'ai quand même assez vite été confrontée à la hiérarchie, en fait. Je me suis rendu compte que non, je pouvais pas faire ce que je voulais. Et voilà. Et puis, à ce moment-là, j'ai rencontré mon mari et qui est un entrepreneur, un multi-récidiviste. Je dis souvent ça parce qu'il a 3 boîtes. Et puis, il m'a observé
Et j'avais monté un pôle prépa dans mon lycée dont je m'occupais, etc. Et il m'a dit, mais en fait, toi, t'es une intrapreneur. Alors, je savais même pas ce que ça voulait dire. Et très vite, il m'a dit, mais je sens que tu as cette fibre entrepreneuriale, etc. Voilà. Et c'est un peu comme ça. Je pense que j'avais ça en moi, en fait, depuis toujours. Et il me fallait un peu le déclencheur, en fait. Et donc, c'est parce qu'il m'a donné confiance à ce moment-là, qu'il m'a dit, mais faut que tu tentes. Probablement que ça va être, tu vas être très forte dans ton domaine. Et voilà, il m'a dit, si on galère et si on mange des patates pendant 1 an, c'est pas grave, on s'en fiche. Mais au moins, tu auras essayé. Et puis, ce qui est génial quand on est prof, quand même, c'est que on peut se mettre en dispo. Donc, le risque, il est quand même très faible. Juste, je perdais mon poste actuel. Alors, j'étais dans un super lycée, donc quand même, je me suis dit, est-ce que je retrouverai? Et puis, je me suis dit, je tente, de toute façon, voilà. Et donc, j'ai quitté l'éducation nationale dans le sens où je me suis mise en disponibilité. Et puis, pour démarrer mon aventure. Tu savais tout de suite, là tu te disais, bon, j'ai fait le tour du sujet, j'ai mis déjà des choses en place en interne, j'ai changé de poste, etc. Tu savais tout de suite vers quoi tu allais aller en disant entrepreneur, parce que là, on entend que tu es soutenu, mais ton projet de qu'est-ce que je vais faire d'autre, tu l'avais déjà en tête. Alors, oui, parce que j'avais cette chance d'avoir développé une compétence en plus du métier de prof, c'est-à-dire que comme j'ai accompagné une vingtaine de promos dans l'orientation du bac et que j'avais monté un pôle prépa dans mon lycée, oui, je m'y connaissais en orientation. Et donc, quand j'ai réfléchi à qu'est-ce que je peux faire d'autre, ça a été assez évident. Mais quand même, quitter l'éducation nationale, j'avais quand même eu un concours qui m'avait demandé beaucoup d'efforts. Je l'ai eu, j'avais déjà une petite fille, donc ça avait été compliqué. Et c'était quand même difficile pour moi, hein, parce que je sais pas si tu le sais, mais quand on quitte l'éducation nationale, on perd son concours. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si je veux y retourner, je repars à l'échelon 0, quoi, enfin 1. Donc c'est quand même pas facile. Donc je me suis dit, il faut que je fasse une formation. Même si j'avais plein de connaissances dans l'orientation et que finalement, avec le recul, je me dis que peut-être j'aurais pu m'en passer, mais j'ai voulu suivre une formation de coach pour aussi changer de posture. Parce que quand tu es prof, tu arrives et tu délivres des connaissances. Donc, tu as une posture de prof et coach, c'est pas la même posture. Et ça, j'en ai pris conscience très vite, parce que je peux avoir un petit côté un peu autoritaire, surtout quand j'étais prof. Je pense que depuis, j'ai fait du chemin. Mais je voulais pas du tout arriver avec la même posture. Donc, j'ai suivi une formation de coach en même temps que je continuais mon boulot de prof. Et ça a duré 2 ans quand même, hein, donc ça a été long. À chaque vacances scolaires, c'est une semaine de formation. Et puis j'ai obtenu ma certification, donc j'ai été coach certifiée. Et là, je pense que ça m'a donné une légitimité. En tout cas, moi, ça m'a persuadé que j'avais cette légitimité. Et je pense que j'en avais besoin parce que encore une fois, j'ai quitté la fac pour devenir prof. Je dis toujours prof un jour, prof toujours, ça ne quitte pas vraiment. Et donc tout quitter, c'est compliqué. Okay. Voilà. Donc oui, ça a été évident que l'orientation, ça allait être mon univers. Et donc, tu as demandé d'abord une dispo pour effectivement pas prendre un risque trop fort de se dire je quitte tout, mais je quitte pas vraiment tout. Quand tu as demandé la dispo, ça a été tout de suite pour monter ta boîte ou tu as quand même monté ta boîte, donc tu avais fait la formation de coaching en parallèle de travailler. Tu as monté ta boîte en parallèle de travailler ou oui? J'ai tout fait en même temps. Okay. Ça a été une année très très riche parce que effectivement j'ai créé ma boîte en même temps que je me formais et j'ai commencé un petit peu. C'est-à-dire que ça n'a pas été allez hop je me jette non plus de la falaise. Donc j'étais mi-temps, j'étais prof à mi-temps, donc ça c'était bien aussi, ça me laissait du temps. Je suivais ma formation pendant les vacances scolaires et l'autre mi-temps, je commençais un petit peu à essayer d'orienter, de proposer des petits bilans comme ça. Et déjà, je voyais que ça fonctionnait. Déjà, je voyais que je m'éclatais, donc déjà c'est cool. Et puis, voilà, je commençais à avoir une toute petite clientèle. Et ça a duré 1 an à peu près, tu vois, une année scolaire complète. Et là, au mois de mai, j'ai dit, allez, je me mets en dispo. Donc, j'avais quand même déjà un petit peu goûté au métier. Ouais. À la fois sur le fait que ça te plaisait, sur le fait qu'il y avait une possible clientèle derrière. C'est ça, exactement. Okay. Et donc, j'avais créé une micro-entreprise à ce moment-là. Ok. Comment tu as monté? Alors, tu as fait une formation de coaching classique ou il y avait déjà une spécialisation scolaire? Exactement. Moi, j'ai suivi une formation qui était vraiment du coaching scolaire. Point. Parce que très vite, je me suis dit, j'ai pas envie d'être coach pour les adultes. Je m'y connais pas, c'est pas mon univers. Moi, si j'ai une valeur ajoutée, ça sera pour les jeunes.
Donc, j'ai cherché une formation spécialisée. Il n'en existe pas beaucoup. Non. Voilà. Et donc, j'ai suivi cette formation spécialisée dans le coaching de jeunes avec, si tu veux, des modules. Et donc, j'ai suivi une formation complète, parce que c'était 8 sessions d'une semaine. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que j'utilise une session seulement dans tout ce que je fais. Ok. Mais c'est pas grave, c'était passionnant. Quand on est prof, ce que je vois quand j'accompagne des profs ou des profs avec lesquels je peux discuter, c'est le fait de se dire, en fait, j'ai même jamais passé d'entretien quasiment depuis 20 ans. Je connais pas le monde de l'entreprise, je sais pas comment ça marche. Alors, tu as la chance d'être avec un mari entrepreneur. Mais ça a été quoi tes questionnements et comment tu t'y es prise pour passer de je suis fonctionnaire, ce qui peut être la même chose quand on est salarié quand même, mais à je deviens entrepreneur. Alors, encore une fois, effectivement, j'ai eu cette chance de vivre avec un entrepreneur et qui vraiment m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup accompagnée au départ. Mais vraiment, très souvent, je lui dis ça, je lui dis, oh, c'est grâce à toi. Il dit non, c'est grâce à toi, mais en vrai, c'est les deux. Donc, il m'a vraiment beaucoup aidée. Je me rappelle que quand j'ai démarré, on se prenait un rendez-vous au moins 1h30 par semaine pour faire un point sur ce qu'il fallait que je mette en place, etc. Donc ça, c'était génial. Et comment j'ai fait? En fait, j'ai eu cette chance. Très vite, j'ai eu des clients. En fait. Donc, j'ai pas du tout eu le temps de me prendre la tête, à me dire, oh là, j'ai personne, etc. Et puis, j'ai passé beaucoup de temps à monter mon site internet. Je voulais faire moi-même les choses. Donc, j'ai passé des mois et des mois à travailler sur mon site internet, à travailler sur mon logo, sur mon entreprise. Donc, ça, plus les quelques clients que j'avais, plus mon mari qui me coachait beaucoup, ça s'est lancé. Et puis, génial, il y a un marché énorme. Donc, honnêtement, au bout de 6 mois, j'avais des clients tous les jours et au bout d'un an, j'avais presque plus le temps de travailler autre chose, quoi. Ok. Alors, on va y revenir sur le côté, il y a un marché, il y a des clients, parce qu'on disait avant de commencer que c'était un des enjeux essentiels quand je questionne sur les reconversions. Pour toi, alors comment tu as eu tes clients? Et donc, on va y revenir parce que il y a le fait de dire, ok, mais elle, j'entrevois déjà ce que disent les gens, parce que c'est toujours facile pour les autres de dire, ah oui, mais pour elle, c'était facile. Donc, pour toi, tu étais prof, pour toi, tu faisais de l'orientation, donc pour toi, forcément, c'était facile parce que les gens, ils sont venus, sauf que je sais très bien que c'est pas du tout le cas derrière. Donc, comment les gens sont venus? Qu'est-ce que tu as fait de particulier, toi? Et comment tu as travaillé ça? Le fait de dire, j'arrive et en vrai, non, c'est pas je pose ma plaque et le monde t'attendait. Donc, qu'as-tu fait pour avoir des clients? Alors, c'est rigolo que tu me poses cette question parce que c'est quelque chose qu'on me dit toujours, quand je fais de la formation. Les gens disent, ah oui, mais toi, t'étais prof. Bah non, en fait. Déjà, moi, j'ai pas du tout voulu aller chercher la clientèle de mon établissement scolaire. Je ne voulais pas. Et d'ailleurs, j'en ai quasiment pas encore aujourd'hui parce que vraiment, je préfère pas. En fait, ce qui a fonctionné, c'est moi, j'en ai beaucoup parlé. Voilà. Et ça, si c'est un conseil que je peux donner, et je le donne toujours aux gens qui me demandent, c'est vraiment de jamais hésiter à raconter ce que vous faites. Donc, moi, j'en ai beaucoup parlé. J'ai commencé par les enfants de mes amis, en fait. C'est comme ça que ça a marché. Et puis, il y a quelque chose de très important et qui est pour moi d'une puissance totale, c'est le bouche à oreille. Et donc, moi, le bouche à oreille, aujourd'hui, c'est 80% de ma clientèle. C'est énorme. Donc, c'est vraiment comme ça. D'abord, les enfants de mes amis, puis mes amis en ont parlé autour d'eux, les enfants en ont parlé autour d'eux. Et vraiment, je dis toujours, pour moi, la clientèle sur le bouche à oreille, c'est comme une boule de neige qui dévale la montagne. Elle est toute petite au départ, et puis à chaque fois qu'elle parcourt des mètres, elle grossit. Donc ça, voilà, pour moi, c'était très important. Alors oui, il y a une légitimité à être prof, c'est-à-dire que les gens, quand ils t'appellent et que tu leur dis j'ai été prof dans 2 ans, ils disent ah super, elle connaît. Mais je pense pas que ce soit ça qui fasse que j'ai une clientèle au départ, en fait. Pas. Et la question m'échappe ensuite, c'était quoi? Qu'est-ce que tu as fait vraiment toi? Alors, je fais un petit aparté sur le côté bouche à oreille, parce que le bouche à oreille, je l'entends parfaitement pour mon métier, et je fais toujours une petite prévention, ça dépend vraiment des métiers. Autant sur ton métier, je le vois, j'ai 2 enfants là, ados, quand il y a besoin d'orientation, on ne sait jamais vers qui se tourner, mais on est vraiment dans un âge, c'est un peu comme les pédiatres. Quand on a besoin d'un pédiatre, on est entouré de parents du même âge, et on va dire, tu connais un bon pédiatre, etc.
Et il y a des métiers, c'est entièrement vrai, et on va faire confiance, là, on va oser demander, etc. Ça peut hyper bien marcher. Et il y a des métiers sur lesquels c'est beaucoup moins le cas, et sur lesquels il faut un peu moins. Alors, on n'attend pas que du bouche à oreille, hein, parce qu'il faut, pour qu'il y ait boule de neige, il faut qu'elle commence, la boule de neige, donc il faut faire des premiers trucs. Mais il y a des métiers sur lesquels c'est aussi moins le cas. Je prends souvent mon exemple, mais il y en a plein d'autres. On parle peu de reconversion, on n'en parle pas tout le temps. Et puis, autour de soi, s'il y a un dîner, quand on est à un dîner avec 6 parents d'ados, tous se posent la question de l'orientation. Si on a un dîner avec 6 copains, tous se posent pas la question de la reconversion. Et donc, moi, je peux pas vraiment compter aussi fort sur ça, comme, j'en sais rien, sur l'énergétique, sur d'autres choses, ou un dîner avec 10 personnes. Il y en a peut-être un, à la rigueur, qui ça peut intéresser d'aller voir une énergéticienne, et peut-être pas Non, mais les t'as autres. raison. Donc, il y a des métiers sur lesquels, par contre, c'est essentiel, mais à double tranchant. C'est ça. Si ton métier, si t'es pas bonne dans ton métier, c'est fini pour toute la classe et tous les copains autour de toi. Alors, je vais rebondir là-dessus. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Mais du coup, le bouche à oreille, effectivement, il fonctionne si tu fais bien ton travail, évidemment. Et puis quand même, il s'enclenche. Hein, Oui. Vraiment, il s'enclenche. Donc, des petites choses que moi j'ai mises en place très vite, c'est déjà toutes les soirées, j'y allais avec des cartes de visite, évidemment. Moi, c'est pareil. J'ai aucun problème à parler de mon métier. Si quelqu'un en soirée vient me voir et s'excuse de me déranger mais a envie de me parler de ça, c'est jamais un souci pour moi. Déjà parce que j'adore mon boulot, donc ça c'est vraiment génial. Et puis c'est pas tout. En fait, une clientèle, elle se bichonne aussi. Et vraiment, je pense que c'est très important. Mes clients, eh bien, oui, je leur réponds le dimanche si je peux. J'essaie de leur répondre très vite quand ils ont une question. Quand je propose un bilan d'orientation, si derrière ils hésitent, ils ont vu des choses, ils savent pas, ils savent qu'ils peuvent m'envoyer un message que je leur répondrai toujours. Donc il y a ça, bichonner sa clientèle vraiment, et puis communiquer. Moi, je communique beaucoup. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que tu as parlé de ton site internet, donc tu as tout de suite travaillé un site, un logo. Exactement. Moi, je t'ai trouvé sur LinkedIn. Voilà. Tu es présente à la télé maintenant, donc il y a quand même des choses aussi Oui, c'est ce que pour que la boule de neige prenne, et qu'il y a des choses derrière. Et c'est très important, et j'en ai pris conscience assez vite parce que, encore une fois, je vivais avec un entrepreneur, mais être coach, c'est très bien. J'ai fait une formation pour apprendre le métier de coach, mais si je m'étais arrêtée là, j'aurais sûrement très bien su faire des bilans d'orientation, mais j'aurais pas pu en faire parce que j'avais pas de clients. Donc, il faut vraiment, et je pense que c'est essentiel, accepter l'idée qu'on a une double casquette. C'est-à-dire, on est coach, on a un domaine d'expertise génial, mais on est entrepreneur et on n'est pas salarié, donc on va pas nous donner du travail, ça va pas nous tomber sur le coin du nez. Il faut aller chercher cette clientèle et il faut l'entretenir. Et moi, il y a vraiment ces deux dimensions qui sont importantes. Donc oui, très vite, j'ai eu un site internet. Alors, je ne dépense pas du tout d'argent dans du référencement, que ce soit payant, naturel, tout ça. Je ne fais rien parce que j'ai cette chance de ne pas avoir besoin, mais par contre, mon site est toujours actualisé. Et en fait, ça rassure les gens. C'est-à-dire que les gens, comme tu disais, ils vont à un dîner, ils disent oh là là, ma fille sait pas quoi faire. Ah ben moi j'ai une coach, elle s'appelle un tel, et ils vont voir mon site. Et là ils regardent le site et ils disent ah ben ouais, tiens, j'ai envie d'aller, voilà. Donc j'ai fait ça, un site internet. J'ai travaillé tout mon univers. Donc voilà, j'aime bien l'idée que mon site est joli, il y a une espèce de charte graphique, de couleurs, voilà. Et puis également, j'ai créé une chaîne YouTube et j'ai fait des vidéos de présentation. Et ça, c'est marrant parce que je n'entretiens pas beaucoup, j'en fais quand même un peu, mais pas énormément, c'est hyper chronophage. Mais beaucoup de gens me disent « Ah, j'ai regardé vos vidéos et j'ai eu envie de travailler avec vous. » Donc, il y a ça aussi. Hein, donc, je pense qu'il faut se donner les moyens quand on démarre une activité à plus de 40 ans. Voilà, faut pas se dire « Ça va venir tout seul ». Non, c'est pas le cas, en vrai. Ouais, les vidéos créent la proximité, et je sais que ça faisait partie des choses, moi, que j'avais du mal à faire, de me dire autant j'écris des articles, ça me va, mais je me cachais un peu derrière tout ça. Et effectivement, on travaille avec une personne, donc se montrer, dire qui on est et avoir la personnalité de la personne. Ça Exactement. Et je rebondis juste sur LinkedIn. Pour moi, c'est vraiment un canal d'acquisition énorme. C'est le deuxième, je veux dire bouche à oreille et après LinkedIn. Et ça, c'est pareil. Ça nécessite d'être capable de parler de soi, de parler de ce qu'on fait. C'est pas facile. Moi, j'ai eu beaucoup de mal au départ. Les premiers posts LinkedIn, s'il n'y avait pas 5 likes au bout de 2 heures, ça me rendait malade, je les supprimais. Aujourd'hui, j'en ai absolument rien à faire. Il y a des posts que je fais qui fonctionnent très bien, d'autres moins, mais je m'en fiche complètement. Mais c'est la régularité qui compte. Et c'est aussi de montrer qui on est, parce que les gens, ils vous confient leur enfant, en fait. Hein. Donc, ils ont envie de savoir qui vous êtes. C'est clair. Voilà.
Ça fait penser, parce que l'autre jour, j'y pensais justement pour toi, mais c'est aussi de se dire, je réfléchissais en me disant, qui t'achète? Alors ça, c'est mon passé de marketeuse qui ressurgit, parce que j'ai bossé entre autres, par exemple, pour Kellogg's, où tu te dis que tu fais une communication à double niveau pour les parents et pour les enfants. Et effectivement, dans ton cas, c'est les parents. Et donc, être sur LinkedIn fait entièrement sens. Exactement. Plutôt que, alors, tu pourrais peut-être aller faire des petites vidéos sur TikTok. Évidemment. Mais je suis pas sûre que... Alors, mes enfants me disent toujours ça. Hein, j'ai des ados à la maison, ils me disent, maman, sur TikTok, tu cartonnerais. Peut-être, mais en fait, je peux pas tout faire. C'est surtout ça. Hein, je suis obligée de faire des choix. Donc, ma clientèle, je dis souvent, c'est la maman, mais en fait, maintenant, c'est aussi pas mal les papas. Mais c'est les parents. Bien sûr, c'est eux qui vont avoir envie que leur enfant réfléchisse à leur orientation, qui vont proposer à leur enfant, etc. C'est pour ça que LinkedIn, c'est très bien pour moi. Parce que je touche, beaucoup de gens sur LinkedIn sont parents. Donc, oui, c'est clair. Je trouve aussi que de se dire, quand un post n'a pas de like ou qu'il se passe rien, ben justement, en fait, il se passe rien. C'est-à-dire que les gens se sont pas dit, en lisant ton post, oh là là, mais c'est nul, je vais en parler à tout le monde pour dire que c'est nul. Ça décomplexe. Mais c'est vrai que les premières fois, de se dire, oh là là, mais ça se trouve, les gens, ils vont dire que ce que j'écris n'a aucun intérêt. Ils vont, voilà, se dire que les gens ont autre chose à faire, soit ils aiment, ils mettent un like au mieux, parce que la plupart du temps, même ils ont lu. Moi, on me parle des choses que j'ai écrites, mais des gens n'ont pas mis de like, ils ne mettent pas de commentaires, comme très souvent ce qu'on fait nous aussi. Ça permet de baisser un peu la pression, quoi. Mais oui, et c'est très important ça. Et moi, j'ai beaucoup appris là-dessus, parce que, encore une fois, je te disais, ça me rendait un peu malade au départ. Et j'ai presque, à un moment donné, abandonné. Et puis après, je me suis rendu compte que, en fait, moi, j'ai une double clientèle, donc il faut aussi que je touche une autre clientèle qui est vraiment sur LinkedIn, où bouche à oreille fonctionne, mais moins. Et ce que tu dis est tout à fait vrai. Soit, si vous n'avez pas de like, ils vous ont pas vu, et alors, on s'en fiche complètement. Et même, moi, parfois, il y a des posts qui fonctionnent pas du tout. Et je mets un lien vers une inscription, et en fait, je me rends compte que 10 personnes se sont inscrites alors qu'elles ont été 2 à liker. En fait, il faut savoir que sur LinkedIn, il y a vraiment une population silencieuse qui lit et qui après agit. Enfin voilà, moi, si je fais un post et que ça me rapporte 3 leads, et c'est ok pour moi, je suis ravie. Oui, mais c'est vrai que c'est des choses, surtout quand après on va avoir des posts avec des gens qui ont 342 commentaires, bon, c'est un autre métier. Mais c'est pas forcément eux qui ont le plus de clients, mais... c'est ça, ça dépend qu'est-ce qu'on vient chercher sur LinkedIn. Hein. Mais c'est pas si simple. Comment tu as créé que tu mets dans ton corps d'accompagnement? Comment tu as décidé entre ta formation et ce que tu as commencé à proposer d'accompagner Parcoursup, avant Parcoursup, etc., de le faire peut-être sur un programme. Comment tu as fait tout ça? Parce que alors là, c'est aussi mon métier de quand j'ai monté mon offre pour la reconversion. C'est pas si simple entre j'ai des outils et combien de séances il faut, qu'est-ce que je mets dedans, etc. Est-ce que tu as aimé faire ça? Est-ce que ça fait partie des choses que tu as trouvé chouette? Qu'est-ce que tu... Alors exactement, donc j'ai suivi cette formation qui m'a donné pas mal d'outils. Donc ça, c'était chouette, je suis partie avec ce capital. Et ensuite, j'ai monté une première offre qui était le bilan d'orientation. Le jeune vient vous voir, il dit, je ne sais pas du tout ce que je veux faire. Ok, on va faire un bilan d'orientation. Et ça s'est un peu construit au fil du temps. C'est-à-dire que entre ce que j'ai fait au premier coaché et ce que je fais aujourd'hui, il y a du chemin qui a été parcouru. Voilà, donc j'ai adapté. Au départ, je faisais des grosses séances et très vite, je me suis rendu compte qu'ils n'arrivaient pas à se concentrer trop longtemps. Voilà, donc ça s'est affiné au fur et à mesure. Et vraiment, au départ, je m'étais dit, je vais faire du bilan d'orientation, point. Et en fait, ce qui est merveilleux quand tu es entrepreneur et que tu es libre de faire ce que tu veux, c'est qu'en fait, on te formule des demandes auxquelles tu n'avais pas pensé, et au moment où la personne te dit, est-ce que vous proposez ça? Tu te dis, mais évidemment, c'est génial. Et donc, c'est ça que j'adore dans mon métier, c'est que je ne m'ennuie jamais. Ça fait 6 ans maintenant que je fais ça, et j'ai j'ai créé des nouvelles offres tous les ans, en fait. Donc, au départ, je faisais du bilan d'orientation. Puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah oui, mais là, sur Parcoursup, même si on a fait un bilan avec vous, on ne sait pas comment faire. Est-ce que vous pouvez nous aider? J'ai dit, ok, on va regarder ensemble. Donc, maintenant, j'ai une offre Parcoursup. Puis après, il y en a qui m'ont dit, oh, mais mon fils, il a des entretiens, on ne sait pas du tout comment l'aider. Est-ce que vous pouvez faire ça? Et moi, je connaissais très bien l'univers des écoles de commerce. J'ai été jury dans les écoles de commerce. Je me suis dit, mais bien sûr. Donc, j'ai proposé ça, voilà. Et au fur et à mesure de l'avancement de cette aventure entrepreneuriale, mon offre s'est étoffée. Et puis, parfois, je me suis plantée. Parfois,
Il y a des familles qui m'ont dit, est-ce que vous faites de la méthodo, par exemple, pour jeunes? Alors, comme je suis prof, je me suis dit, ah bah oui, ça peut être intéressant. Et je m'y suis pas retrouvée. J'étais pas à l'aise, donc j'ai fait 1 fois, 2 fois, puis après j'ai dit, bah non, ça sera pas pour moi. Il y a des coachs spécialisés là-dedans qui font ça très bien, mais moi, je suis pas à l'aise, c'est pas mon truc. Donc voilà, donc vraiment mon offre, elle s'est construite comme ça, un peu au fil de l'eau, tu vois, avec les rencontres que j'ai faites. Et puis pareil sur la formation pour adultes. Ça allait être ma question. Ça allait être Transition, tu l'as vu dans mes yeux. Transition, comment t'es arrivée donc à avoir envie de passer de j'accompagne à je forme à accompagner à devenir coach? Bon, ça, c'est une histoire que je raconte assez souvent, mais donc j'ai démarré tranquillement et puis au bout de 2 ans et demi, j'étais débordée. Tellement débordée que quand une famille m'appelait, je pouvais lui donner un rendez-vous 1 mois et demi, 2 mois après. Ben là, tu te rends compte très vite que ça va pas fonctionner parce que les familles vont les voir ailleurs et c'est normal. Et là, c'était un gros problème pour moi parce que je ne voulais pas travailler avec d'autres. Enfin, c'est pas que je voulais pas travailler avec d'autres personnes, j'adore travailler avec les gens, mais j'avais pas envie de déléguer ce que je faisais. Vraiment, encore une fois, je suis vraiment sur la qualité du service, c'est très important pour moi. J'avais très très peur de perdre en qualité. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi. Et puis un jour, je me suis dit, bah, c'est simple, hein, soit tu stagnes, c'est-à-dire que là où tu en es, t'es au max de ce que tu vas faire, mais tu l'as vu quand tu étais prof, tu t'es vite ennuyé. Soit, bah, t'acceptes de t'entourer d'une équipe. Voilà, donc du coup, j'ai posté une offre d'emploi, enfin, pas d'emploi, mais de collaboration sur LinkedIn. J'ai eu 45 candidatures. Ça m'a pris un temps fou alors que j'étais débordée, c'était un moment difficile. Donc j'ai épluché tout ça, j'en ai gardé 5, j'ai fait des entretiens téléphoniques avec les 5 et j'ai déjeuné avec 2 personnes et j'étais prête à en embaucher une et cette semaine-là, alors j'ai fait un post il y a pas longtemps là-dessus, cette semaine-là, je vais déjeuner chez une copine et je m'assois à table et elle me dit je postule officiellement. Et là, je me dis mais c'est dingue, si elle me l'avait dit avant, c'était elle que je voulais. Voilà, donc j'ai pris les 2 et on a commencé comme ça et du coup comme je voulais pas leur déléguer complètement les bilans, je voulais qu'on travaille main dans la main, je les ai formées à ma méthode. Je voulais qu'elles fassent exactement comme moi, ça me rassurait. Donc je les ai formées toutes les 2, tu vois. On s'est pris plein de rendez-vous comme ça sur 1 mois et je leur ai expliqué exactement ce que je faisais et je me suis régalée. Je me suis dit mais c'est tellement chouette de raconter à d'autres personnes ce que je fais en fait et de partager. Et puis ça a fonctionné, elles ont commencé à travailler avec moi, c'était génial. Puis un jour, j'ai une autre personne qui m'a appelée. Enfin, j'en avais plein qui me contactaient. Est-ce que vous pouvez me parler de votre boulot? Comment vous faites? Et tout. Et il y en a une qui m'a dit, mais en fait, moi, j'ai regardé partout. J'aimerais bien que vous me formiez vous. Est-ce que vous pouvez me faire une formation individuelle? Et je me suis dit, mais en fait, comme pour le reste, ah ben, c'est ça que je vais faire. Voilà. Donc, j'ai monté des formations. Une première formation, comment devenir conseiller d'orientation. Et puis, au cours de cette formation, donc, vraiment, je la lance, je fais un post sur LinkedIn, encore une fois. Et là, j'ai 8 inscrits. J'en reviens pas. Je me dis, ah, mais en fait, il y a vachement de gens qui veulent faire ce métier. Voilà, donc on démarre la formation. Et puis, au cours de la formation, à un moment donné, il y en a une qui me fait, ah oui, mais toi, tu connais toutes les filières, là. Tu fais pas une formation sur les filières post-bac? Je la regarde, je fais, pas encore, mais ça va être la prochaine. Et voilà, donc du coup, j'ai monté la 2e formation post-bac. Et j'adore. Et c'est passionnant. Et après, je me suis dit, il faut que ce soit j'ai envie que ce soit sérieux. Donc, j'ai passé ma certification Calliope. Et aujourd'hui, du coup, eh bien, je fais 2 sessions complètes de formation par an et forme on va dire une vingtaine de personnes par an. Et donc les profils de ces personnes-là, donc on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Toi, t'es prof. Sur une des questions qu'on me pose souvent, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que des profs qui font ça. Est-ce qu'il faut avoir été prof? Est-ce que c'est gênant de pas l'avoir été? Donc, quels sont les profils des personnes qui ont envie de transitionner vers coach scolaire? Alors, il y a plein de choses, il y a plein de profils très différents. On va juste se dire qu'il y en a quand même 2 plus prononcés. Les profs, évidemment. Et puis, mais alors profs, pas forcément au lycée. Hein. Par exemple, là, il y a pas longtemps, j'ai été contactée par un professeur des écoles qui a envie génial. J'ai trouvé ça génial. Il est prof en CP depuis 15 ans et maintenant il a envie de faire de l'orientation pour les terminales. Je trouve ça chouette. Mais il y a aussi pas mal de gens qui ont été RH par exemple. Voilà, qui ont fait de la psycho par exemple, qui ont été RH. Et puis il y a des coachs pour adultes, des coachs qui font des bilans de compétences et qui se disent finalement ça doit pas être extrêmement différent. Donc voilà le profil. Alors il n'y a pas besoin d'être prof pour faire ça. Moi je le dis toujours. Et il faut quand même savoir que quand on est prof, on a un avantage parce qu'on connaît le monde des études. En tout cas, moi, mais pas tous les profs, hein, parce que moi, encore une fois, c'est particulier. J'étais prof au lycée et en terminale, confrontée à ça malgré moi, tu vois.
Il y a plein de profs qui sont pas en terminale. Mais il faut quand même savoir que moi, j'avais aucun bagage de coach. Donc, il a fallu que j'apprenne le métier de coach. Alors que les coachs qui sont déjà coachs, tu vois, pour adultes, etc., qui viennent sur le coaching scolaire, bah, eux, ils ont déjà énormément d'acquis. La posture de coach, etc., tu vois. Et donc, après, bah, eux, ils ont du travail sur les filières post-bac. Voilà. Là, moi, j'ai eu du travail sur comment me positionner en tant que coach. Quand moi je me suis reconvertie, j'avais pensé au départ faire les deux. Me dire, l'orientation, c'est l'orientation, enfant ou adulte, etc. Et après, en fait, j'ai vu que c'était pas le même métier, parce que quand même les questions qu'on pose vont pas être les mêmes. Parce que moi, je vais pas demander à un gamin ce qu'il aime dans sa journée de boulot, de fait. Exactement. Et je vois les questions qu'on a pu poser à mes enfants, pour certaines qui m'ont paru hyper intéressantes, rigolotes. J'en ai une qui m'a marqué sur qu'est-ce que tu fais de tes Legos? Est-ce que tu les gardes comme ça? Est-ce que tu les refais à chaque fois? Est-ce que tu suis exactement le plan? Je me suis dit, c'est hyper pertinent comme question. Et remarque, je pourrais demander à un adulte, ça serait aussi très intéressant, mais peut-être qu'il n'a pas beaucoup joué au Lego. C'est donc pas les mêmes questions pour arriver au même but, pour nous, de comprendre la personne. Et puis après, effectivement, toutes les filières. Et je le vois là, parce que j'ai une fille en terminale, donc j'ai revu tout la truc des filières et des passerelles, mais se mettre là-dedans dans le détail pour être pertinente, pouvoir faire des bonnes recours, quoi. C'est un métier en soi qui te prend full time, quoi, et qui m'aurait pris full time. Et du coup, j'ai fait un choix pour ça, parce que j'ai pas besoin d'avoir cette connaissance-là pour les gens, moi, parce qu'elle part pas de zéro. J'ai besoin d'avoir plutôt des passerelles pour plus tard, les nouveaux métiers, des trucs émergents. Qu'est-ce qui se refait bien en reconversion? Et je trouve que ça se fait du coup pas si bien. Enfin, c'est mon avis perso. J'ai trouvé que c'était difficile. Du coup, j'y suis pas allée, mais j'entends que des gens aient envie de le faire en même temps. C'est intéressant de voir ça. Quelqu'un qui viendrait de complètement autre chose. Moi, j'ai des personnes qui vont être, qui ont, ce qui revient très souvent en reconversion, j'ai envie de donner du sens. J'ai envie d'être plus proche des gens, et pour certains, ils vont se dire, dans le fait d'avoir envie d'aller vers le coaching scolaire, c'est de se dire, c'est comme à chaque fois qu'on a envie de travailler avec les enfants, les gens me le disent, si on peut les sauver à la source, et donc si on peut les aider, surtout pour des gens, moi, qui ont bossé avec moi, ils se disent qu'ils ont été mal orientés. Et donc ces gens-là, j'ai des gens qui sont ingénieurs, j'ai des gens qui ont fait des écoles de commerce, qui ont pu bosser en industrie, mais donc qui n'ont pas ni coaching, ni prof, ni aucun. Repartir comme ça, alors ils ont l'impression de zéro, ça te paraît illusoire. Le truc que je leur dis, moi, c'est qu'ils ont une chance. Je vais pas taper sur les profs, mais je donne un avantage à chacun, parce que je dis à chacun de s'appuyer sur ses forces, de connaître le monde du travail, de l'intérieur, c'est ce que j'allais te dire. Exactement. Alors, tout à l'heure, moi, j'ai dit qu'il fallait que j'apprenne le métier de coach, et c'est vrai, il a aussi fallu que je me plonge dans le monde du travail. Parce que quand tu travailles l'orientation des jeunes, tu vas pas leur dire plouf plouf plouf, tiens, tu vas aller faire une prépa, un commerce. Avant ça, tu réfléchis avec lui sur quels sont les types de métiers, les univers professionnels qui t'attirent. Et là, moi, j'ai eu un gros boulot, parce que comme je l'ai dit au départ, je suis passée de la fac à prof, et point. Donc, j'ai beaucoup bossé sur le monde du travail. J'ai acheté des tonnes de livres, les métiers, j'ai regardé des vidéos, j'ai écouté des podcasts. Ça, on a fait le même job. Voilà, énormément, pour être aujourd'hui capable de leur dire, t'es attiré par les métiers du commerce, tiens, regarde ce qu'il y a dans le commerce, ça. Honnêtement, quand j'ai démarré, je savais pas faire ça. Donc, encore une fois, chaque personne qui a envie de partir, en tout cas peut-être de se reconvertir dans le milieu du coaching scolaire, eh bien, va pouvoir s'appuyer sur ses compétences. Et chercher le reste, quoi. Et aller travailler le reste, tu vois. Et là, dans mes formations, j'ai, par exemple, une personne qui a fait une école de commerce, qui a travaillé dans le monde de l'entreprise pendant des années sur plein de postes. Clairement, dans la formation, au moment où j'ai commencé à leur expliquer qu'il fallait explorer les métiers, elle était hyper à l'aise. Parce qu'elle, c'est OK. Voilà. Donc, non, après, se reconvertir, c'est s'investir dans quelque chose. Il va falloir travailler, il va falloir... Ça, il n'y a pas de secret. Et chacun à son niveau. Moi, les filières, je connaissais par cœur. Et encore, je connaissais pas tout. J'ai quand même dû travailler. Mais le reste, il a fallu que je bosse, évidemment. Dans la formation, du coup, qu'est-ce que tu mets? Parce que j'ai bien entendu, alors ça va, parce que je me dis que je dis pas trop de bêtises aux gens. Je leur dis aussi que sur le coaching scolaire, à mon sens, il n'y a pas besoin d'aller faire une école de coaching longue et très coûteuse. En tout cas, pour commencer, peut-être s'ils ont envie de continuer après,
mais qui a besoin d'outils un peu spécifiques et voilà. Qu'est-ce que tu mets dans ta formation, toi? Peut-être justement où tu as pu voir ce dont tu te servais, ce que tu disais tout à l'heure. Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que vraiment, j'en suis persuadée aujourd'hui. Moi, j'ai fait 2 ans de formation, ça m'a pris un temps fou, j'ai dû faire un mémoire, enfin, etc. C'était très intéressant, j'ai appris plein de choses, mais clairement, aujourd'hui, je ne m'en sers pas et jamais personne m'a demandé si j'avais une certification de coach. Donc, vraiment, absolument pas. Voilà. Et donc, ce que je propose dans ma formation, c'est vraiment comment mener un bilan d'orientation avec un jeune. Et moi, c'est pas seulement je vous donne les outils, c'est vraiment toute la démarche. Parce que, comme on se l'a dit tout à l'heure, il faut avoir un côté entrepreneur, il faut avoir un côté relationnel client. Donc moi, ma formation démarre alors déjà, je présente tout le système scolaire, parce que pour leur montrer à quel moment, à quel niveau ils vont pouvoir intervenir. Il y a des gens qui ne connaissent pas très très bien, et je le comprends, ça a beaucoup évolué, hein, les spécialités, tout ça, c'est pas facile. Donc déjà, il y a une partie là-dessus, puis après, on démarre vraiment comment le bilan se passe, du premier contact parent, donc tu vois, vraiment le prospect qui t'appelle, jusqu'à je vous envoie le bilan écrit et la facture. Et donc, je passe par, voilà le premier appel, comment j'arrive à mettre la famille en confiance pour qu'elle se transforme en client. Et puis après, tout le bilan. Donc, voilà, le premier rendez-vous en famille où on pose vraiment les jalons du travail qu'on va faire, les séances avec le jeune, les outils que j'utilise qui sont, tu l'as dit tout à l'heure, et tu as tout à fait raison, des outils extrêmement adaptés aux jeunes. Parfois, il y a des parents qui me font « Est-ce que vous avez fait tel test ?» Un truc du milieu de l'entreprise. Je dis non, je m'adresse à des jeunes. Si je leur pose des questions sur le milieu du travail et comment ils se positionnent par rapport à leur boss, ils savent pas me répondre. Par contre, si je leur demande s'ils préfèrent les cours théoriques ou plutôt être au labo, là, ça leur parle. Donc voilà, des outils qui sont vraiment adaptés aux jeunes. Et puis surtout là, moi, je fais pas beaucoup de tests. Je suis pas très fan des grands tests, tu vois, qui te sortent des tableaux comme ça. Moi, j'aime le dialogue, j'aime discuter avec les jeunes. Donc ça aussi, je transmets ma philosophie en fait. Donc tu vois, des outils clés en main. Les gens qui suivent ma formation, ils prennent mes outils, ils les mettent à leur sauce. Vraiment, pour moi, il n'y a aucun problème. Et puis ma philosophie, comment je vois les choses, comment j'échange avec le jeune, et puis avec les parents. C'est une relation tripartite en fait, l'orientation. C'est pas comme le coaching d'adulte. On est 3 en fait. Et les parents, il faut les prendre vraiment en considération, ainsi que le système scolaire. Voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question? Tout à fait. Mais c'est aussi, effectivement, alors pour l'avoir fait récemment avec mon fils, je trouvais qu'effectivement la prise en compte du parent, parce que on connaît nos enfants, on sait que des fois, moi j'ai vu des choses, alors je suis pas très test, y compris moi dans mes accompagnements, j'en fais un peu, parce que voilà, mais je trouve que c'est pas ça qui va nous ressortir un métier et clic, si seulement il y a un test clic-bouton, hop, et voilà, ça y est. Et j'ai trouvé moi sur des réponses, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a pu répondre ce gosse pour que ce truc ressorte. Je lui ai demandé, on en a parlé avec la coach, je me suis dit c'est quand même très, très étonnant. Mais donc la prise en compte effectivement du parent, qui des fois peut se dire, lui il nous a répondu ça en jouant aux jeux vidéo sur son téléphone, quoi. Comment ça se fait cette relation tripartite justement pour que il y ait une compréhension des deux côtés, C'est ça, c'est extrêmement important, il faut trouver le bon positionnement. Parce que le jeune doit travailler en toute liberté. Ça, moi, j'y tiens beaucoup. Donc, si parfois j'ai des mamans ou des parents un peu envahissants, mon rôle, c'est de les mettre à la bonne distance. Simplement pour qu'ils laissent leur enfant réfléchir tout seul. Mais en même temps, moi, je m'appuie sur les parents, très important. Déjà, la première séance, elle est avec les parents. Et moi, je veux entendre, si je peux, c'est pas toujours facile, mais le père et la mère. Et pour moi, c'est essentiel. Et puis, pendant l'accompagnement, j'incite le jeune à échanger avec ses parents. Donc, tu vois, entre la séance 1 et 2 ou 2 et 3, en fonction de l'avancement, je lui dis, tu vas interroger tes proches sur tes qualités, tes compétences, où ils te verraient. Et je dis, surtout, tu interroges papa et maman en premier, parce que on connaît tellement bien nos enfants. Voilà. Mais tu vois, en passant par le jeune. Et ça, c'est hyper important. Et puis, à la fin, quand on a terminé, le bilan s'achève par une séance en famille, je ne veux jamais la zapper. Parfois, il y a des gens qui me disent, peut-être que ça, on peut ne pas le faire, comme ça me coûtera moins cher. Je dis non. C'est l'objectif. Cette séance, elle est essentielle. Je vais vous expliquer. Et même pas on va vous expliquer, votre enfant et moi, tout le travail qu'on a fait. Et du coup, qu'est-ce qu'on propose
comme plan pour Parcoursup et vous me posez toutes les questions que vous voulez. Enfin, elle peut pas sauter cette séance. Donc oui, pour moi, c'est le rôle des parents est essentiel et en même temps, sans que les parents envahissent leur enfant, tu vois. Non, la bonne distance n'est pas simple. Voilà, la bonne distance n'est pas simple. Qu'est-ce que tu trouves le plus chouette dans ton métier et qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Alors, ce que je trouve le plus chouette, c'est la relation de confiance avec la famille, vraiment. Moi, je le dis toujours, j'adore ce job parce que j'ai des merci tous les jours. Et du coup, c'est tellement valorisant. Il y a des gens qui me disent merci Alexandra, grâce à vous, j'ai retrouvé le sommeil. Merci, vous nous avez sauvé la vie. Je dis là, vous exagérez un peu. Mais vraiment, en fait, l'orientation, c'est un sujet qui peut empêcher les parents de dormir, quoi. Vraiment. Ouais. Et du coup, quand tu apportes quelque chose, tu leur offres une solution, et dans la bienveillance, j'essaie vraiment de faire ça en ayant écouté l'enfant et en prenant aussi en compte les contraintes familiales, ils sont hyper contents, quoi. Donc, c'est ça que j'adore dans mon métier, c'est les merci que j'avais, la reconnaissance. Honnêtement, quand j'étais prof, je l'avais pas toujours, tu vois. Je l'avais beaucoup de mes élèves, mais pas du tout de la direction, par exemple, tu vois. Tu fais bien ton boulot, c'est normal. Et ça, à un moment donné, t'en peux plus quand tu donnes beaucoup. On ne dit jamais merci, qu'au contraire, on te dit, surtout n'en fais pas trop, on t'en demande pas tant. Alors que là, voilà, la reconnaissance totale des familles. Et puis le bouche à oreille, c'est aussi ça. Ouais. Quand tu vois une famille qui t'envoie 3-4 copains, tu sais qu'ils étaient hyper contents. Tu te dis, j'ai fait du bon boulot, c'est chouette. Donc ça, j'adore. La deuxième chose que j'adore, c'est de travailler en équipe, maintenant, puisque on est 4, 4 sur cette partie-là. Et après, il y en a d'autres qui travaillent, mais sur d'autres champs. Et j'adore. Tous les lundis matins, je commence ma semaine par une réunion avec mon équipe. Et comme j'ai embauché que des copines, c'est un super moment. Voilà. Ce qui est moins chouette, c'est que je suis débordée. Voilà, je travaille 60 heures par semaine. Alors je le veux bien, sûrement, mais c'est très compliqué de dire non. Et puis j'adore ce que je fais, donc je travaille sans compter parce que j'adore. Donc concilier, si tu veux, j'ai été prof à 18 heures par semaine et j'étais à la sortie de l'école avec les petits pains au chocolat avec mes enfants. Et maintenant, je travaille jusqu'à 19h, 19h30. Je travaille le samedi, donc je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup ça, mais je sais que pour la vie de famille, même s'ils sont très fiers et tout ça, c'est moins facile. Savoir s'arrêter quand tu travailles pour toi et que ça marche, tu vois. Savoir dire stop, là je pars en vacances et je prends pas mon ordi. Et c'est pas effectivement pas la même chose. Donc arriver à dire oui, je me développe parce que j'ai beaucoup de demandes, mais je garde la qualité. Le fait que tu les formes est quand même une vraie différence. Parce que dans ces plateformes de coaching, par exemple, les gens sont pas formés. Bien sûr. Enfin, ils peuvent être formés, je veux dire, mais ils sont pas formés à une méthode. Voilà, c'est ça. Donc peut-être que ça pour toi d'avoir quelque chose comme ça qui donne ton quand même ton ma patte, quoi. Ta patte, non, mais c'est vrai, c'est une vraie différence. C'est très important. Ils ont le diplôme, toi, et si les gens bossent avec toi, c'est toi qui les as formés. Mais c'est quand même une difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des familles qui m'appellent, qui me disent, on voudrait prendre rendez-vous avec vous. Là, honnêtement, en décembre, il me reste 3 rendez-vous, tu vois. Maintenant, c'est janvier. Je leur dis, je peux pas. Si votre enfant est en terminale, il faut qu'il voit une de mes collaboratrices. Et ils veulent pas. Non, on nous a dit que c'était vous. Oui, mais vous inquiétez pas, on travaille ensemble. Et puis, comme je te le disais, on fait une réunion, on regarde tous les cas ensemble. Ce matin, lors de la réunion, j'ai une de mes collabs qui me dit, tiens, regarde, j'ai construit un plan, qu'est-ce que t'en penses? On en a discuté toutes les cas. Je lui dis, ça c'est top, mais regarde, peut-être que tu pourrais proposer ça, qu'est-ce que t'en penses? Et finalement, le plan d'orientation, il est co-construit. Oui. Donc c'est ok. Le fait de rassurer ça. Voilà. Mais ça, c'est une grosse difficulté aujourd'hui. Tu disais que le marché se développe et donc il y a un besoin énorme, d'où problématique. J'entends parfois dans certaines personnes, donc quand moi les personnes ont envie de faire une reconversion dans un métier, je les envoie appeler des personnes qui font ce job pour bien comprendre. Certaines peuvent dire qu'elles ont du mal à trouver des clients. On s'est dit tout à l'heure qu'il y a 2-3 choses à faire et la fameuse double casquette entrepreneur. Qu'est-ce que tu vois derrière ça? Toi, tu vois qu'il n'y a pas de difficulté pour toi. Est-ce que tu entends certaines personnes que tu as formées qui ont du mal à trouver? Qu'est-ce que tu dirais là-dessus et quels sont les conseils du coup? Exactement. Donc, moi déjà, quand j'ai fait la formation, on était une quinzaine et je pense qu'on n'est que 2 à avoir percé, c'est-à-dire à avoir vraiment une vraie activité et en vivre complètement. Donc 2 sur 15, tu vois. Donc, il y en a qui n'arrivent pas à trouver de clients, effectivement. Moi, il y a des gens que j'ai formés et qui n'ont pas réussi à développer. Alors, ça, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le tempérament, encore une fois. Il y a des gens qui détestent mettre en avant, qui détestent communiquer, qui veulent surtout jamais mettre une photo d'eux, qui veulent pas faire de vidéo.
c'est évident que si tu te mets pas en avant, tu vas avoir du mal à avoir une clientèle. Ça, c'est sûr. Et vraiment, j'ai en tête les personnes pour qui ça n'a pas marché. C'est des personnes qui espéraient qu'avec juste la méthode, c'est-à-dire savoir faire un bilan de A à Z, elles allaient développer une clientèle. Encore une fois, non. Il faut à la fois être coach, mais surtout être entrepreneur. Donc, c'est pour ça. Et tu vois, cette question revient tout le temps, parce que moi, quand j'ai démarré cette formation, donc, j'avais vraiment en tête de me reconvertir là-dedans. Et le premier jour, je rentre chez moi après avoir fait une journée de formation et je suis dépitée. Franchement, je pense que je pleure. Et je dis à mon mari, la formatrice nous a dit qu'on n'en vivrait jamais. Ah, c'est gai. C'est sympa quand tu démarres une formation. La formation. Exactement. Elle a dit non, mais il va falloir que vous trouviez un autre job à côté parce que vous n'en vivrez jamais. Et ça m'avait tuée. Et là, encore une fois, j'ai eu de la chance d'avoir un mari entrepreneur. Il m'a dit, peut-être qu'il y en a plein qui vont galérer, mais toi, tu vas réussir. Parce que tu aimes tellement ça que ça va marcher. Tu vois, ça m'avait redonné de la confiance. Et voilà, donc, oui, les conseils, c'est ceux que j'ai déjà dit tout à l'heure. Vraiment, c'est se dire, je suis une entrepreneur et donc, il faut que je me montre, quoi. Il faut que je parle de moi, il faut que et puis que je bichonne vachement ma clientèle. Moi, je crois que Est-ce que moi je dis aussi aux gens, il n'y a pas, alors je propose sur mon site un profil. Est-ce que j'ai le profil entrepreneur? Parce que les gens me disent, est-ce qu'il faut un profil entrepreneur? Dans ce que j'ai mis là-dedans, c'est le fait de se dire, oui, si tu sais jamais décider seul, si tu as un gros c'est-à-dire que vraiment il faut que tu demandes à 12 personnes avant de prendre la moindre décision, ne te lance pas solopreneur, ça va être un enfer. Si tu procrastines vraiment énormément, donc il peut y avoir des choses comme ça, mais sinon les choses s'apprennent. Moi je me suis formée, je viens du marketing grande conso. Comme je suis vieille, il n'y avait pas Instagram et toutes ces joyeuses choses quand j'ai fait ma formation marketing. J'ai refait les formations. Je fais aussi mon site internet toute seule. Je me suis formée, je savais pas faire et j'aime bien apprendre. Donc moi, plus on me fait apprendre des nouvelles choses, plus je suis heureuse. Mais ça s'apprend, quoi. Je voyais que tu avais fait une formation LinkedIn. En fait, si on va rechercher des nouvelles compétences. Exactement. Ce qui peut être, au contraire, pour les gens qui aiment apprendre, qui aiment se former, hyper stimulant. Après, ça peut faire peur parce que c'est pas une action à résultat, mais c'est assez chouette. Donc il y a quelques points, on va dire quelques trucs qui sont essentiels. Si on dit non mais vendre c'est nul, les réseaux c'est nul, le marketing c'est sale, etc. Ça va être compliqué. Mais si on dit je peux trouver ma manière de faire. Moi j'aime pas trop la vidéo, j'en fais pas beaucoup, mais voilà, j'ai décidé de faire le podcast, ça me va. Je fais des articles. Il faut faire quelque chose, quoi. Il faut choisir son truc, mais il faut faire des choses. Ça s'apprend, quoi. Je sais pas comment tu te formes à côté sur cette partie-là entrepreneuriale, mais évidemment. Alors moi, je suis persuadée que ça s'apprend. Et aussi, souvent, je dis aux gens ne bricolez pas. C'est très important. Moi, très vite, je me suis dit, oui, je vais dépenser un peu d'argent pour donner le sentiment que ce que je propose est professionnel. Et tu vois, ça, j'aurais dû le dire aussi dans les conseils, c'est que moi, je vois beaucoup de gens qui bricolent pour pas dépenser un euro. Ça n'existe pas, une entreprise qui fonctionne sans dépenser d'argent, tu vois. Donc moi, très vite, j'ai pris un logiciel de compta carré. Les gens reçoivent une facture. Là, pour me simplifier la vie, j'ai pris aussi un logiciel de signature électronique parce que j'envoie un contrat. Tu vois, donc vraiment, il y a plein de choses aussi qu'il faut être capable de mettre en place pour se simplifier la vie, pour pas y passer trop de temps et pour que ça ait l'air professionnel. Et oui, il faut se former. Donc moi, j'ai suivi des formations de com parce que c'était pas du tout mon truc. Là, j'ai suivi une formation sur LinkedIn pour réussir à proposer quelque chose qui peut intéresser les gens. Et j'adore, en fait, moi, c'est pareil que toi, j'adore me former, j'adore apprendre des trucs. Je crois qu'il faut être curieux pour être entrepreneur. Moi, je fais de la veille permanente, j'adore découvrir de nouveaux trucs, j'adore discuter avec des entrepreneurs. Aussi, pourquoi pas, quand on démarre, avoir un coach pour, si tu sens que la fibre entrepreneuriale, elle n'est pas au top chez toi, fais-toi accompagner. Prends un coach qui va t'aider. Moi, j'avais un coach à domicile, c'était génial, tu vois. C'est pas obligé d'avoir un mari entrepreneur. C'est ça. Non, on n'est pas obligé, mais si on ne l'a pas du tout, qu'il n'y a personne qui peut t'aider, va chercher un coach. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Voilà. Et je pense qu'il faut surtout se dire, OK, qu'est-ce que je suis? Dans quoi je suis fort et dans quoi je ne le suis pas?
Et là où je le suis pas, je vais aller me faire accompagner, me faire aider, me former. Et c'est essentiel. Mais pas se dire, non, ça, c'est pas mon truc, alors je le fais pas. Je déteste me mettre en avant, je déteste communiquer, je communique pas. Non, tu n'auras pas de client. Ça marche pas. Voilà. Je rebondis juste sur le côté, faut pas bricoler. Alors, quand moi je me suis lancée pareil, il y a 7 ans, il y avait un côté, on peut y aller un peu tranquille à l'école. Effectivement, là, il y a tellement de monde que si le site, on voit que c'est ton frère qui l'a fait et que voilà, bon, ça peut pas marcher. Puis il y a des outils, il y a quand même déjà beaucoup d'outils gratuits. Il y en a à 100 € par an. Canva Pro, c'est 150 €. Donc il y a vraiment plein de choses comme ça. Attention, moi je dis quand même à certains profils qui du coup vont entendre, il faut que ça soit parfait. Et là non. Donc ça veut pas dire qu'il faut attendre que ça soit parfait, qu'on met 2 ans et demi à sortir son offre, et un petit juste milieu entre les deux. Donc on bricole pas son truc où on voit vraiment que sur la créa. Et pareil, il y a des trucs, moi je m'étais lancée, donc le site je voulais le faire moi-même parce que comme j'écris des articles de blog, il faut que je les sorte moi-même. Mais et pourtant avant de faire du marketing, j'ai fait l'histoire de l'art. Mais vraiment le visuel c'est pas mon truc. Donc moi je mets en visuel tout ce qui sort de ma tête et c'est pas une bonne idée. Et au bout d'un moment, c'est mon mari moi qui m'a dit c'est un métier non donc ça fait quand même 6 fois que tu refais ton site. Et j'ai pris quelqu'un qui m'a audité mon site et qui m'a donné en fait les règles aussi, les trucs de il faut que tu mettes des espaces. Moi j'avais fait aussi plein de couleurs. Je me disais, tiens, oui, c'est joli. Tiens, si on mettait une couleur en plus, tu m'as expliqué le principe d'une charte graphique, tout ça. Et en fait, j'ai gagné en impact. Énorme. Voilà, c'était énorme. Je me suis après, j'ai suivi ça. On gagne aussi en temps. Hein. Évidemment. Dire, donc, pas surtout tout le temps. Il y a des trucs qu'on peut faire soi-même. Ouais. Et ça dépend aussi de ses compétences. Moi, j'aime écrire, donc j'écris mes trucs moi-même. Si on est nul, on prend des copywriters. Exactement. Et puis, il faut prendre du plaisir. C'est surtout ça. Moi, mon truc, c'est de dire tout ce que j'adore faire, je le garde. Et tout ce qui me saoule, et quand il faut que je le fasse, j'ai envie d'aller le vendre, je délègue. Oui, moi j'ai délégué toute la partie vraiment admin autour des CPF. Pareil, ça vraiment, j'ai pas beaucoup délégué, mais ça, j'ai eu aucun problème à dire que ça serait fait mieux que moi et beaucoup plus vite. Je pose ma question de la fin, ma question classique de la fin de ces interviews, et si c'était à refaire? Alors, si c'était à refaire, je referais grosso modo pareil, parce que vraiment, je suis hyper épanouie, mais j'irais plus vite sur des choses que j'ai compris plus tard, en fait. Voilà, parce que j'étais tombée dans certains travers, que je stressais de pas gagner ma vie. On a quand même 4 enfants, donc tu vois, j'avais vraiment peur, donc je voulais pas trop dépenser d'argent, donc j'ai un peu bricolé au départ. Et un jour, quand j'ai vu que ça démarrait vraiment, j'ai dit non, j'arrête de bricoler. Donc si j'avais su, j'aurais pas bricolé du tout, et du coup ça aurait été plus rapide, mais en même temps ça va. Et puis j'aurais travaillé en équipe plus vite, tu vois. J'aurais anticipé plus les choses. Je pense que c'est ça. Aujourd'hui, j'anticipe les choses. Au départ, j'ai rien anticipé parce que j'ai vécu ça comme une aventure, en fait. Hein. Voilà, donc si tu veux, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je prenne quelqu'un, mais ça faisait déjà 3 mois que j'étais débordée. Voilà, donc je me serais plus écoutée. J'aurais eu moins peur. Si c'était à refaire, j'essaierais de me dire, n'aie pas peur. Écoute-toi, vas-y, fonce. Après, c'est toujours facile avec le recul. Mais voilà, c'est quand tu sais que tu peux dire ça, me faire confiance, tu vois. Je pense que j'ai beaucoup gagné en confiance. Aujourd'hui, je sais que je suis plus la même personne par rapport à il y a 6 ans. Et j'aime bien être la personne que je suis aujourd'hui. C'est chouette, c'est génial. Donc avoir moins peur, y aller, pas bricoler, foncer. Bon, on refera le point dans 6 ans pour voir ce que tu dis à la personne de toi dans 6 ans. Avec plaisir. Merci beaucoup Alexandra, et vous retrouverez tous les liens pour retrouver le site d'Alexandra en description de ce podcast. Merci beaucoup. Merci. Merci encore Alexandra. Vous retrouvez tous les liens pour retrouver Alexandra et ses équipes pour vous accompagner, vos enfants ou vous pour vous former, en description de ce podcast. Je vous avais dit en introduction qu'on a énormément parlé de double casquette avec Alexandra. La double casquette, c'est de se dire que donc quand on choisit un projet entrepreneurial, on va avoir la casquette du métier, ici donc coach d'orientation, et la casquette entrepreneuriale. Sur le métier de coach d'orientation,
j'aimerais que vous puissiez retenir le fait que, quelle que soit votre formation de base, comme on l'a souligné, vous aurez des atouts et il faudra aller chercher des compléments. C'est le propre d'une reconversion. On ne repart jamais de rien et on a souvent tendance donc à voir ce que les autres ont déjà, ce qu'on a pu souligner en disant mais toi c'est facile, t'étais prof, et donc de se dire si vous êtes prof, effectivement vous connaissez le milieu scolaire, si vous êtes coach, vous avez la posture de coach. Si vous êtes dans le milieu professionnel, vous connaissez la vraie vie du vrai monde professionnel et c'est un autre atout. Et donc aller s'appuyer sur son atout et se dire le reste se complétera et on ne part jamais de rien, chaque chose a un avantage. C'est un métier d'aide, c'est un métier de soutien qui vous apporte de la reconnaissance et donc si vous êtes en recherche de sens, en recherche d'avoir un impact et de voir l'impact, on peut voir que Alexandra vous a décrit que vous aurez cet impact et que c'est un métier qui pourra sans doute vous plaire. Ça nécessite donc bien évidemment une formation, mais qui peut malgré tout être courte. Vous n'êtes pas obligé de partir dans une formation forcément excessivement longue. Et là, vous pourrez retrouver donc sur le site d'Alexandra ce qu'elle vous propose comme formation. Sur la deuxième casquette, donc qui est la casquette d'entrepreneur, on a pu retenir comme conseil le fait de se dire de se faire connaître, quelle que soit la manière dont vous allez choisir de vous faire connaître. Pour certains, ça sera des vidéos. Pour d'autres, ça sera un site internet avec un blog et des articles. Ça peut être un podcast, ça peut être YouTube, ça peut être TikTok si vous êtes d'une génération un peu plus jeune que la mienne. Ça peut être un podcast. Voilà, il y a mille et une manières de communiquer. Vous pouvez aussi aller faire du réseau en local. Le but est juste de se dire, bien sûr, si je veux trouver des clients, il faut que je me fasse connaître. C'est ensuite d'avoir un customer care pour parler avec mon meilleur anglais aux petits oignons. Le but est d'avoir derrière des recommandations, un bouche à oreille, des gens qui reviennent et qui parlent de vous. C'est pas le seul but, un customer care avec le fait de dire qu'on va accompagner ses clients au mieux. C'est aussi parce qu'on aime ce qu'on fait. Mais évidemment que si on le fait bien et si on le fait en se tournant vraiment vers les gens, on va avoir un meilleur retour. Et puis, on n'en a pas parlé pendant le podcast et on s'est dit avec Alexandra à la fin qu'on avait oublié de vous en parler et que donc j'en parlerai en conclusion. S'entourer de réseaux, d'entrepreneurs, de monde autour de soi qui vous poussent et qui vous aident pour se former, mais aussi pour être vraiment soutenu, c'est hyper important. Ça, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous transmettre. Pourquoi j'insiste autant sur cette double casquette et pourquoi on a passé autant de temps à parler de l'entrepreneuriat ? Parce qu'Alexandra l'a dit et parce qu'on peut peut-être vous dire, comme on lui a dit à elle, non mais ce métier, on n'en vit pas. Et peut-être que c'est quelque chose que vous avez entendu et on l'entend sur plein de métiers, non mais il y en a trop, regarde, j'en ai 10 autour de moi, etc. Et effectivement, il y a peut-être des gens qui n'en vivent pas et il y a des gens qui en vivent et des gens comme Alexandra qui sont débordés. Sur tous les métiers, vous allez avoir ça. Vous avez des boulangeries où il n'y a personne et des boulangeries qui sont débordées. Vous avez des coiffeurs où il n'y a personne et des coiffeurs qui sont débordés. Et vous avez ça dans plein de métiers. L'objectif pour vous est de comprendre ce qui va faire que vous allez être le coach d'orientation, le coach scolaire qui est débordé et qui va venir soulager Alexandra de ses horaires. Le comprendre, c'est se dire deux choses. Donc j'apprends. J'écoute et je me dis comment on fait pour gagner sa vie, etc. Et c'est aussi se dire, pour moi, et c'est une des questions essentielles quand on travaille en accompagnement, est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai envie de faire ça? C'est pas une question de compétences. On s'est parlé pendant le podcast de quelques compétences essentielles pour être entrepreneur, mais c'est après des choses, on vous l'a beaucoup dit, qui s'apprennent. C'est de se dire, est-ce que j'ai envie d'aller apprendre ça parce que ça va m'amuser aussi. Si je souffre trop de faire toutes ces choses, je vais pas m'amuser. Et le métier, c'est pas forcément moitié-moitié, mais il y a une bonne partie à être entrepreneur. Si vous n'aimez pas ça, on n'est pas sur le bon projet parce que vous n'allez pas vous amuser, donc vous n'allez pas le faire, donc vous n'aurez pas de clients et donc on n'est pas sur le bon projet. C'est pour ça que j'insiste autant autour de ces questions, pour se dire que pour que vous ayez trouvé le bon projet de reconversion, il faut que l'équilibre soit là et que donc si on est sur la double casquette,
sur les deux casquettes, vous soyez équilibré, même si peut-être que la partie entrepreneur vous éclate moins, mais qu'en tout cas, ça ne vous rende pas hyper mal et que donc vous alliez vraiment sur cette partie-là. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Si en écoutant tout ça, vous êtes prêt à vous lancer, vous dites non mais en fait il me fallait juste écouter ça et go, c'est pour moi, vous n'avez plus qu'à aller faire la formation avec Alexandra. Si vous hésitez, si vous n'êtes pas sûr que c'est ce métier-là, si vous n'êtes pas sûr qu'entrepreneur c'est tout à fait ça, que vous sentez que vous avez besoin de faire le point, si vous avez 1000 idées de reconversion, comme c'était mon cas, j'ai pas eu la vision aussi claire que ça a été pour Alexandra. Et donc si vous avez besoin de faire un point avant de vous lancer sur un projet, c'est ce qu'on fait dans les accompagnements. Et je mets donc tous les liens en description de ce podcast pour les programmes Trouver Savoir, pour un rendez-vous diagnostic offert pour discuter de tout ça. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de podcast. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Maintenant je vais. J'espère que vous avez trouvé de l'inspiration. Pourquoi pas un peu de courage pour passer à l'action, pour ce fameux premier petit pas. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir avec des petites étoiles, un commentaire, en le partageant à quelqu'un qui en a besoin. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. Maintenant, c'est à vous. Et si on se dit maintenant je vais, vous allez faire quoi après avoir écouté ce podcast et cet épisode précisément? Peut-être que dans celui-ci, je vous ai donné un exercice où vous avez eu une idée tout de suite et que c'est tout facile. Si ça ne vous vient pas, je vous propose une idée toute simple de télécharger le test offert évidemment « Est-ce que je dois changer de job ?» ou le guide « Trouver le bon projet ». Il y a aussi plein de ressources et d'articles sur le blog, mais ces deux tests sont un très bon premier pas. Donc si vous n'avez pas d'idée précise en sortant de ce podcast de quelle pourrait être votre première action, et pour ne pas rester en mode j'écoute des tas de podcasts mais je ne fais rien de précis, ces deux guides sont une bonne première action à lancer. Alors à vous de jouer et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode.